Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la 6e épisode du podcast Devenir un super dad. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Adva et Virginie de l'entreprise Fertile In. Ils vont pouvoir aujourd'hui, dans le fond, vous parler en fait de plein de différents sujets super pertinents qu'on n'ose pas souvent parler dans la société de nos jours. C'est des sujets qui sont tabous sur la procréation, sur des problèmes de fertilité, tout ça. Mais avant de se lancer, puis avant de laisser Virginie puis Adva se présenter, je vais, dans le fond, pour ceux qui écoutent le podcast la première fois, vous expliquer un peu qu'est-ce qui a créé ça, qu'est-ce qui est l'idée embryonnaire, hein, si je veux le mot, pour lancer l'idée du devenir un super dad de podcast. J'explique très brièvement, j'avais une discussion avec quelques amis dernièrement, puis on parlait de devenir père. 2 d'entre eux étaient déjà pères, moi qui ne l'ai pas encore, mais qui espère le devenir prochainement. On parlait dans le fond de les meilleurs conseils, les meilleurs trucs pour devenir un bon père. Comme vous le savez, je ne suis pas encore père. Cependant, à l'âge de 17 ans, j'ai perdu mon père, puis ça m'a affecté grandement dans la personne que je suis devenue. J'aurais voulu en fait que mon père ait toutes les ressources qu'on est en train de mettre de l'avant avec les super dads d'aujourd'hui. Puis c'est pour ça, dans le fond, que je tente de venir partager l'expérience, les connaissances, les compétences en fait de tout plein de différents experts dans le domaine de la parentalité, la paternité et tout ce qui s'y rejoint. Alors, on va se lancer. Virginie, Adva, je vais vous laisser un peu vous présenter. Qui êtes-vous? On s'est rencontrés, nous autres, dans des masterminds de business. On a eu la chance de parler. Je sais un peu ce que vous faites. Mais encore, si on ne vous connaît pas, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites? Ok, alors tu veux que je commence, Adva? Très bien. Donc moi, je suis Virginie Terrier, je suis de formation diététicienne et en fait, je me suis orientée vers beaucoup la nutrition, la micronutrition, la phytothérapie. J'ai pas mal de domaines qui me passionnent et particulièrement les problématiques de santé complexes. J'ai été formatrice pendant très longtemps justement dans la phytothérapie, donc la science des plantes, c'est aussi la micronutrition, la science des vitamines, des minéraux. Et j'ai aussi dirigé la première clinique en fait, de micronutrition en Suisse pendant 7 ans. Et après ça, j'ai eu envie de me lancer dans un projet de cœur, en fait, dans une mission qui était plutôt travailler sur la santé des futures générations, travailler sur les meilleurs impulseurs de santé, donc notamment sur les périodes de préconception, avant la conception d'un enfant, pendant la grossesse, jusqu'aux 2 ans de l'enfant, et aussi dans l'infertilité, qui est un sujet qui me touche particulièrement parce que je trouve ça très difficile, je trouve ça très injuste. Et c'est vrai que j'ai rencontré Adva dans ce cadre-là et on a développé ensemble des programmes en fait, autour de l'infertilité, mais aussi autour de la santé transmise, c'est-à-dire de l'épigénétique. Qu'est-ce qu'on transmet dans ces gènes et dans l'expression de ces gènes quand on mange de telle manière, quand on stresse de telle manière avant la conception d'un enfant, qu'on soit la maman ou qu'on soit le papa aussi. Et c'est vrai qu'avec Adva, quand on a commencé à monter nos programmes, on s'est dit, bon, les femmes, on sait comment on va les intéresser et les intégrer parce que la maternité, c'est quelque chose qui est tellement naturel, entre guillemets, chez nous et viscéral. Mais par contre, on avait un vrai souci parce qu'aujourd'hui, toutes les études montrent que l'implication de l'homme dans la santé de l'enfant est majeure. Et on a du mal à communiquer ça aux hommes. Et ça a été une de nos toutes premières questions de se dire comment on va amener les hommes dans notre univers, dans notre dimension et dans leur responsabilité en tant que papa, que futur papa, avant même une conception. Voilà, donc je suis très contente d'être sur ce podcast pour en parler parce que dans le fond, on a aussi un troisième associé dans notre société Fertiline, qui est le professeur Umberto Simeoni, qui est un des pionniers de l'épigénétique, c'est-à-dire de la transmission, de la recherche autour de la transmission de santé à un enfant. Et donc, c'est un sujet qu'on connaît bien et qu'on adore. Et voilà. Donc, Adva, je te laisse te présenter aussi. Alors, je m'appelle Adva Grundmann. J'ai subi une infertilité il y a 9-10 ans. Et puis, sur ce challenge que j'ai personnellement vécu, j'ai créé une entreprise pour orienter les couples pour de la PMA, de la procréation médicalement assistée. Et puis, petit à petit, dans mon accompagnement, je me suis rendu compte que il y avait certains freins que les couples n'arrivaient pas à dépasser et qu'il était nécessaire en fait de se préparer lorsqu'on souhaitait avoir un enfant pour augmenter ses chances de réussite. C'est quelque chose qui est assez répandu aux États-Unis. Alors nous, on est en Europe, on est en Suisse, donc j'ai un petit peu calqué sur le modèle aux États-Unis. Quand
quand on est en infertilité, mais c'est vrai qu'on attend souvent qu'il y ait un problème pour agir. Et aujourd'hui, c'est génial de pouvoir se retrouver sur ce podcast afin de vous parler de ces problématiques parce que, en fait, nous, ce qu'on voudrait avec Virginie, quand on a créé Fertiline, évidemment, c'est en premier pour aider les couples qui sont en infertilité, mais également pour accompagner les couples qui sont en désir d'enfant et qui souhaitent en fait transmettre le meilleur à leur futur enfant. Et aujourd'hui, de pouvoir en fait anticiper ça, de pouvoir dire aux hommes, lorsque vous avez ce désir de conception, eh bien, ça se prépare comme... alors, on va comparer ça à comme un athlète qui va se préparer pour se mettre sur une ligne de départ, pour faire un grand chelem, pour faire un marathon. Eh bien, on se prépare physiquement, on fait du sport, on se prépare avec la nutrition, on se prépare aussi psychiquement. Donc, en fait, ça demande une préparation. Avoir un enfant, en fait, c'est un gros challenge. C'est un épuisement aussi, parfois. Et on a besoin de ressources en amont pour avoir la capacité d'avoir un enfant, mais également pour accompagner son enfant sur du long terme et vivre une vie paisible, en fait, avec cet enfant. Mm-hmm. Merci d'être là. Je vais me lancer tout de suite dans mes questions. Si c'est parce que je prends des notes, puis je veux vraiment m'éduquer là-dessus, puis je veux vous poser bonne question. On parle en fait de se préparer en amont. Qu'est-ce qui est en amont? Est-ce qu'il y a un certain moment donné où est-ce que c'est trop tôt, c'est trop tard? Puis souvent, des problèmes de fertilité, on en entend beaucoup parler quand il est effectivement trop tard, lorsqu'on tente, puis bon, ben, après 6 mois, après 1 an, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Et là, on va faire un test, mais à quel moment est-ce que ça devrait commencer à être une priorité dans la vie d'un père ou d'une mère de commencer à penser à la procréation, puis les impacts que ça peut avoir sur la fertilité, tout ça? En fait, si on prend vraiment les données scientifiques qui existent, on estime qu'on a une période qui est extrêmement forte pour l'impulsion de la santé d'un enfant, que ce soit sur le plan paternel ou sur le plan maternel, c'est les 6 mois avant la conception de l'enfant. La grossesse, c'est jusqu'aux 2 ans de l'enfant. C'est-à-dire que finalement, si on est un peu feignant, qu'on n'a pas trop envie de faire d'efforts dans son mode de vie et qu'on se dit, il n'y a que 6 mois dans ma vie où j'ai envie de faire, où je suis OK pour faire des efforts en termes de sport, de nutrition, de travailler mon environnement, de consommation d'alcool, tabagisme et tout ça, les 6 mois sur lesquels il faut le faire, c'est si possible les 6 mois avant la conception d'un enfant. Et bien évidemment, si on peut faire perdurer ces efforts, c'est encore mieux. Mais effectivement, la période de préconception qui est vraiment scientifiquement établie, c'est vraiment ces 6 mois. À savoir que... Avant que la femme tombe enceinte, on entend. Pardon? Quand on parle, dans le fond, de la phase de préconception, on parle, dans le fond, avant même que la femme soit tombée enceinte. Oui, c'est-à-dire 6 mois avant, en fait, le moment où on va tenter d'avoir un bébé, c'est-à-dire que la femme, elle le sait, elle va arrêter sa pilule à un certain moment, et puis là, elle va commencer à tenter de tomber enceinte. En fait, les couples, idéalement, devraient se poser la question 6 mois avant, se dire, voilà, on va préparer ça. Donc, avant d'arrêter la contraception, eh bien, on va commencer à faire des efforts sur sa nutrition, sur tout le mode de vie, et pour ensuite, 6 mois après, commencer les essais bébés. En fait, il y a des éléments qu'on oublie un peu dans la conception. C'est qu'une conception, à la base, c'est un embryon qui va grandir, qui va devenir un bébé. Et cet embryon, il est constitué de 2 gamètes. Il est constitué du matériel génétique du spermatozoïde, qui le constitue pour 50%, et du matériel génétique de l'ovocyte de la femme, qui le constitue pour 50%. Donc, aujourd'hui, on a encore tendance à penser que la femme fait la quasi-totalité du travail, alors qu'en réalité, un embryon, c'est 50-50, moitié papa, moitié maman. En tout cas, la transmission du matériel génétique, elle est vraiment moitié-moitié. Et en fait, la production d'un spermatozoïde, pour aller dans les termes techniques, c'est un phénomène qui prend 2 mois et demi chez l'homme. Mais par exemple, si l'homme a des attitudes de vie qui sont mauvaises, qui créent par exemple de l'inflammation, de l'oxydation, une alimentation qui crée des carences, un corps qui est mal oxygéné, une activité physique insuffisante, eh bien, de changer ça, ça va avoir un impact sur les spermatozoïdes au final 3 mois plus tard, et il faut encore 2 mois et demi de production des bons spermatozoïdes. Donc, en gros, on compte vraiment 6 mois de changement ou d'amélioration, en tout cas, du mode de vie avant la phase conceptionnelle. Et il y a un élément dans lequel, par exemple, on n'implique jamais les hommes, et pourtant qui est très clair, c'est la fausse couche. Je ne sais pas si parmi les personnes qui nous écoutent, il y a des hommes qui ont vu
leurs femmes vivent des fausses couches. C'est un élément qui est extrêmement traumatisant pour une femme. Et quand on fait une fausse couche, on a toujours l'impression que c'est la femme qui est incriminée, alors qu'en fait, l'homme est souvent à moitié responsable aussi de phénomènes de fausse couche, puisque la fausse couche, c'est souvent un mauvais matériel embryonnaire, un embryon qui n'a pas de potentiel de développement. Et le potentiel de développement, comme je l'ai dit juste avant, c'est moitié-moitié. Donc, c'est vraiment important de se préparer pour une grossesse parce que il faut savoir qu'aujourd'hui, la contribution masculine à la conception d'un embryon et d'un bébé va vraiment donner une impulsion sur la vie entière de l'enfant. Et on sait même que la santé du papa avant de concevoir va par exemple déterminer les risques d'hypertension du futur enfant à l'âge adulte. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Mais c'est un exemple pour montrer à quel point c'est pertinent. C'est-à-dire qu'un papa qui a une mauvaise hygiène de vie avant la conception risque d'impulser un vrai problème de santé qui peut augmenter le risque cardiovasculaire chez son futur enfant quand il sera adulte. Donc, je ne dis pas ça pour culpabiliser les papas et leur dire « attention, vous êtes des monstres ». Non, pas du tout. Mais juste pour dire, si on a la capacité d'influer négativement sur la santé d'un enfant, on a aussi la capacité de faire l'inverse, c'est-à-dire de créer de super bons impulseurs de santé. Et c'est la responsabilisation. Au-delà de la culpabilisation, je pense que c'est la responsabilisation, puis c'est aussi, dans le fond, la capacité de se dire les vraies choses. T'sais. Puis je pense que, étant un potentiel futur père, j'avais jamais pensé à ça. J'avais pensé à certains comportements lorsque la femme allait être enceinte, mais en fait, lorsque la femme est enceinte, l'homme n'a plus rien à voir en termes de... Il a donné son sperme. Le sperme a déjà été mis, puis c'est vraiment sa job doit être faite 6 mois avant. On a lancé, dans le fond, certaines... tu as parlé de thérapie phyto, ça, c'est ta formation, dans le fond. Thérapie, oui. J'aimerais ça qu'on parle des différents facteurs qui peuvent avoir une influence sur la qualité du sperme, entre guillemets. Au niveau des habitudes de vie, tu as parlé de carence, tu as parlé de micronutriments, de vitamines, d'activité physique. Quelles sont les habitudes à faire attention? Est-ce qu'il y a des règles, des golden standards à tenter de venir atteindre? Parce que si je veux que mon enfant soit sur le podium des Olympiques, ait les meilleures performances, peu importe, c'est sûr que je vais un peu dans les niaiseries, mais comment faire en sorte d'améliorer ou d'avoir les meilleures probabilités que la santé de mon enfant soit optimale? Je voulais juste rajouter quelque chose, la notion aussi d'héritage, parce que c'est vrai que quand on a un enfant, en fait, on se dit, on veut lui transmettre un héritage. Et on pense évidemment toujours, un héritage, une fortune, de l'argent. Et en fait, le plus grand héritage qu'on peut transmettre à un enfant, c'est la santé. Et on peut vraiment parler on appelle ça d'ailleurs en anglais le programming. On peut, en fait, se préparer avant une conception, c'est donner le meilleur héritage santé à son enfant. Donc ça, je pense que ça peut être très parlant parce que c'est vraiment très fort, en fait. Ouais. Puis on parle souvent, dans le fond, d'héritage une fois qu'on va décéder, une fois que notre vie va être finie, mais l'héritage, la plus grande, c'est la vie qu'on va lui donner. Qu'on peut lui donner. Et il y a aussi un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, si on prend le constat de la santé des populations européennes en général ou des populations des pays développés, on a un état de santé de la population qui se dégrade de génération en génération. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus malade, on a de plus en plus de maladies auto-immunes, on a de plus en plus de cancers, on a de plus en plus de maladies cardiovasculaires. Pourtant, on a de plus en plus de traitements. Donc, c'est quand même curieux et on appelle ce phénomène un entonnoir transgénérationnel parce que, en fait, j'ai dit une chose juste avant, j'ai dit la santé, le mode de vie du papa ou de la maman 6 mois avant une conception se répercute sur la vie entière de l'enfant, mais se répercute sur la vie sur la santé aussi des 2 générations qui suivront. C'est-à-dire que ça a un impact en réalité pas que sur l'enfant, mais sur 3 générations. Puisque tout ça, c'est porté par l'ADN, en fait. C'est vraiment des modifications au niveau de l'ADN qui s'opèrent. Et c'est-à-dire que, alors, on va loin, mais par exemple, quand un enfant est en train de grandir dans le ventre, il est en train de produire déjà, et avec le spermatozoïde qui est véhiculé par le père, l'enfant commence à produire ses débuts de spermatozoïdes et ses débuts d'ovocytes avec lesquels il va se reproduire plus tard, en fait. Donc,
en fait, quand on influence la santé de son enfant, on influence aussi la santé des générations futures, vraiment sur plusieurs générations. Et je crois que nous, on est un peu rêveuse avec Adva et on a un rêve très fort dans notre mission. C'est de peut-être, pourquoi pas, si on arrive à toucher beaucoup de monde, de changer vraiment l'état de santé des générations futures. Parce que si on commence maintenant à sensibiliser sur ce qu'on doit faire avant une conception pour que ça aille mieux sur 3 générations, on imagine que les courbes de dégradation de santé qu'on voit actuellement pourraient au moins se stabiliser, ça c'est le minimum, voire même, pourquoi pas, peut-être s'améliorer. Donc la mission, elle va loin quand même. Mais je vais répondre. 100% d'accord avec toi parce que la dégradation de la santé, qui nous autres, notre mission chez les Superlats, c'est de changer le monde d'un père à la fois. Vous êtes beaucoup en fait sur le début de vie. Nous, on est beaucoup également sur comment est-ce qu'on va éduquer nos enfants puis les générations qui vont suivre. On croit pertinemment que ça fait un effet boule de neige parce que des enfants, tu sais, j'ai vu mon père avoir des problèmes de santé, vivre le stress, l'incapacité de prendre soin de sa propre santé. Puis qu'est-ce qui en est découlé? Mon père en est décédé à 51 ans. Moi, j'ai commencé à avoir des habitudes délétères à partir de l'âge de 17 ans. Bien, avoir continué dans cette même trajectoire-là, je ne me serais pas rendu jusqu'à 50 ans. Fait que c'est effectivement, on raccourcit. Parce que, tu sais, puis ça, j'en parle souvent. Une de mes frustrations, c'est que notre système de la santé a évolué autant qu'il l'a fait. Puis pourquoi est-ce que je dis ça? Puis ça peut être contre-intuitif pour certaines personnes. Ça me fait chier, entre guillemets, que le système de santé a tellement évolué au point où est-ce que les problèmes qu'on a aujourd'hui peuvent être réglés sans que ce soit naturel ou sans que ce soit fait par nous. C'est exogène. On a souvent des procédures qui vont nous permettre de vivre plus longtemps, mais en moins bonne santé. Je ne crois pas, en fait, que la raison pour la... Avec les avancées technologiques de nos jours, notre longévité, la longévité de l'être humain ne devrait pas arrêter à 80 ans. On devrait être rendu à être capable de vivre jusqu'à 150 ans si on avait une santé aussi optimale que celle d'il y a 100 ans. T'sais. Mais on n'a pas encore la... C'est comme un peu un effet pervers, un couteau à double tranchant, de ne pas regarder les problèmes que nous avons dans notre propre vie au niveau de nos habitudes. En fait, on ne travaille pas sur la prévention, on travaille sur guérir les problématiques, mais en fait, il faudrait vraiment travailler sur la prévention. Et lorsqu'on va travailler 6 mois avant la conception d'un enfant, là, c'est ce qu'on appelle la prévention hyper précoce. Mais en fait, ça va de soi et c'est là où on va de nouveau transmettre le meilleur. Et d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de ressources scientifiques qui démontrent que, alors nous, en infertilité, on voit beaucoup un examen qui s'appelle le spermogramme. Le spermogramme, c'est l'analyse du sperme, en fait, de la quantité de spermatozoïdes, de la quantité de sperme, de comment bougent les spermatozoïdes. Est-ce qu'ils sont normaux? Est-ce qu'ils ne sont pas normaux? Est-ce qu'ils sont fatigués? Pas fatigués? Est-ce que leur ADN est abîmé? Pas abîmé? Et en fait, il y a beaucoup de ressources qui commencent à démontrer que la qualité du spermogramme est très liée à la santé, en fait, à l'état de santé de l'homme. Et c'est un élément préventif très, très fort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a une fertilité diminuée sur le plan masculin, ça veut dire qu'on a aussi un état de santé qui est diminué, qui n'est pas encore visible, mais les spermatozoïdes et l'état du sperme est un des premiers éléments qui se dégradent dans l'état de santé d'un homme. Et c'est pour ça qu'en fait, on pourrait très bien imaginer comme analyse préventive chez la majorité des hommes de réaliser peut-être un spermogramme par année pour étudier justement quelle est la mobilité, l'efficacité des spermatozoïdes qui sont finalement les cellules les plus fragiles du corps masculin. Et quand ces cellules sont fatiguées, déstructurées, abîmées, agressées, ça veut dire que tout le corps l'est. Mais sauf que le corps est résistant plus longtemps que ces spermatozoïdes, en fait. Donc, il y a quand même un élément très, très fort entre les cellules, finalement, de la reproduction et l'état de santé de l'homme, quoi. Puis, ma question pour vous, c'est est-ce qu'il y a toujours, dans le fond, une cause à effet en termes de le spermatozoïde? Tu sais, tout ce qui est la portion du sperme n'a pas une santé optimale, il va toujours être relié, en fait, avec quelque chose qui est dans le contrôle de l'homme, ou est-ce qu'il y a des conditions, dans le fond, externes qui ne peuvent pas être contrôlées, dans le fond, à travers les habitudes de vie de l'homme en soi?
Alors, en fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer la qualité d'un spermogramme et qui peuvent influencer la santé transmise. Et d'ailleurs, la santé transmise, elle n'est pas vraiment en lien avec la qualité du spermatozoïde en tant que tel, mais plutôt avec la qualité de son ADN et la façon dont l'ADN s'exprime. L'ADN, c'est vraiment notre génétique. Et cet ADN, c'est comme si c'était une partition de musique, en quelque sorte. Et elle peut se jouer de différentes manières, plus fort, moins fort. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Notre environnement va monter le son de l'ADN sur certaines, va exprimer l'ADN de façon différente, va jouer la partition de façon différente, va monter le son ou baisser le son sur certaines problématiques. C'est vraiment ce que fait l'environnement. Et ça, c'est transmissible. Et en fait, il y a des choses qui sont très difficiles, effectivement, à changer dans l'environnement. Notamment, ce qui est très difficile à changer, c'est parfois les expositions à certains toxiques parce que, par exemple, si on est, je ne sais pas, mais comment on appelle ça, carrossier. Je ne sais pas si ça se dit comme ça au Canada, mais tu vois, par exemple, on repeint des voitures, on est peintre, on est exposé à des molécules toxiques et des perturbateurs endocriniens en permanence, ben, on peut rencontrer des difficultés à se protéger de ces molécules et ces molécules vont créer des problèmes d'ordre épigénétique et des problèmes de santé transmises. Donc après, il y a des moyens de se protéger. On peut mettre des masques, donc il y a des moyens effectivement de se protéger. Mais ça, je pense que c'est vraiment une des plus grandes sources d'exposition. Après, tous les éléments qui vont dénaturer l'épigénétique, c'est finalement, et qui sont connus, scientifiquement établis, il y a donc le tabagisme, qui est un élément hyper oxydant. En fait, quand on fume, ça crée des déchets ultra toxiques qui vont finalement aller abîmer l'ADN, le fragmenter, le casser, ce qui fait qu'on a un ADN qui devient très, très fragilisé et du coup, une transmission de l'ADN qui est vraiment pas top. Et en plus de ça, ça va exprimer l'ADN plutôt sur les mauvais gènes. Donc, on sait que le tabagisme a vraiment un effet sur la santé transmise. C'est le cas aussi sur la consommation d'alcool. Et c'est davantage le cas quand on consomme des alcools forts, donc notamment les alcools forts qui vont être beaucoup plus oxydants, comme le whisky, la vodka, tout ça. Donc, si on veut consommer de l'alcool, il vaut mieux, en tout cas avant une conception, modérer sa consommation et consommer plutôt des alcools qui contiennent des antioxydants, par exemple comme le vin rouge, parce que l'idée, c'est pas forcément de plus rien consommer, mais en tout cas, d'avoir une consommation intelligente d'alcool, et parce que le vin rouge contient une molécule qui s'appelle le resveratrol, qui a un effet protecteur de l'ADN et qui a aussi des effets positifs sur la santé transmise, sur le système cardiovasculaire, sur la protection cardiovasculaire. Donc, si on doit consommer de l'alcool, plutôt ça quand même. Donc, la consommation d'alcool, en fait, peut vraiment altérer l'épigénétique. Les carences aussi. On a certaines vitamines, certains minéraux qui ont pour but de stabiliser notre ADN et de faire en sorte qu'il s'exprime bien. C'est le cas de la vitamine B9, c'est le cas de la vitamine B12, c'est le cas de la vitamine A, c'est le cas du zinc, c'est le cas du sélénium. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses quand même. Donc, à savoir que énormément de personnes sont carencées en zinc, surtout les hommes. Et en fait, le zinc est un des minéraux hyper importants pour l'expression de la testostérone, qui est l'hormone masculine de base. On constate aussi une chose dans la population aujourd'hui, c'est que les taux de testostérone chez l'homme s'effondrent. On a des hommes qui sont de moins en moins testostéronés, en fait. Il y a vraiment une espèce de transition hormonale qui est en cours. Des femmes qui ont beaucoup plus de testostérone, des hommes qui en ont de moins en moins. Là aussi, ça fait partie des choses qui sont transgénérationnelles, qui s'aggravent en fait de génération en génération. Et les carences en zinc sont aussi évidemment impactantes là-dessus. Donc, les carences, en tout cas, sont des éléments très, très impactants. On a aussi un phénomène qu'on appelle l'oxydation, qui va beaucoup altérer l'ADN. Alors, l'oxydation, c'est un phénomène qui est très présent quand on est ultra stressé, par exemple. Parce que l'oxydation, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'on crée des molécules toxiques, on va abîmer, en fait, ces cellules, on va créer un vieillissement cellulaire accéléré. Un stress chronique va créer de l'oxydation. Une activité physique ultra intensive mal gérée, par exemple, je vois des hommes des fois qui s'entraînent 6 fois par semaine sur des entraînements de 2-3 heures sans aucune boisson d'effort, sans boisson de récupération, qui n'ont pas une attitude alimentaire corrélée à leur effort, en fait, ça peut générer de l'oxydation. Et après aussi, dans les attitudes qui vont promouvoir un bon ADN, il y a l'activité physique. Alors, je parlais de l'activité physique ultra intense et complètement pathologique, entre guillemets, qui peut créer beaucoup d'oxydation. Mais la sédentarité est un des pires fléaux de l'ADN, en fait. C'est vraiment...
aujourd'hui, on ne devrait plus avoir de futurs papas qui ne bougent pas. En fait, c'est une aberration parce que en réalité, quand on bouge, quand on a de l'activité physique, on accélère son système. C'est ce qui se passe. On accélère son système vasculaire, on accélère son système cardiovasculaire, on fait circuler son sang, on accélère les mécanismes de division cellulaire. En fait, on soutient tous nos systèmes avec l'activité physique et on soutient aussi beaucoup, beaucoup mieux notre génétique. Et la sédentarité, c'est vraiment, je pense, une des problématiques que nous, on rencontre énormément chez les personnes qu'on accompagne. Et je pense que c'est une problématique très courante chez beaucoup de personnes, même à nos âges, en fait. Donc, La sédentarité, en fait, comme défini en ce moment, c'est 150 minutes au Canada, là, plutôt au Québec, là, c'est 150 minutes d'activité physique modérée ou intense par semaine. Mais même encore ça, 150 minutes, là, c'est 2 heures et demie. Là. C'est très, très peu. Puis, on parlait tantôt du système de la santé, tout ça. Je crois que les standards sont quand même assez bas. Puis tu as aussi parlé brièvement, en fait, du surentraînement quand ça devient pathologique. On a souvent des questions de personnes qui croient être en surentraînement, tandis qu'ils s'entraînent 4-5 fois par semaine à environ 45 minutes, 1 heure, mais leur niveau d'intensité est tellement faible comparé à, quand on parle de surentraînement, on parle d'athlètes qui vont s'entraîner pendant 2 heures non-stop à une intensité qu'on n'aurait même pas la capacité de soutenir pendant quelques instants. Fait que je pense qu'on a souvent tendance à se mettre la tête dans le sable, puis de croire que tout ce que tu as exposé, c'est tous des facteurs qu'on contrôle. Right? C'est tout l'alcool. À part l'exposition toxique, mais même l'exposition aux toxiques, on peut contrôler beaucoup, en fait. Hein. Il y a la nutrition dont on a peu parlé. Tout ce qu'on ingère, en fait, comme tu disais, on va manger, je sais plus combien par mois, en fait, son poids en 2 mois. Un homme, c'est peut-être plus rapide, mais ouais, on va ingérer 2 kilos par jour, quoi. Donc, facilement, d'aliments. 2 kilos par jour, donc c'est énorme. Donc, évidemment, ça influe sur la santé en mal lorsque c'est de la mauvaise nourriture et en bien si on va justement manger, en fait, les bonnes choses. De la bonne manière. C'est un choix. C'est pas pour dire en fait que c'est facile, parce que de nos jours, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est plus accessible, c'est le fast-food, c'est la friture, c'est des aliments en fait qui sont moins dispendieux parce que l'épicerie au Québec a augmenté drastiquement en termes de prix au courant des 2-3 dernières années. Mais organique, aller trouver dans le fond des fruits qui sont des fruits et légumes qui sont locaux. Fait que c'est tout plein de différentes habitudes, mais on doit se responsabiliser. Puis je pense que juste d'apporter un œil, Virginie, sur le fait que oui, il y a des facteurs qu'on contrôle directement. Il faut simplement prendre des choix qui ne sont pas faciles, mais qui sont nécessaires si on souhaite que nos enfants soient en bonne santé, puis que les 2 générations après nos enfants le soient eux aussi. Aussi. Et en fait, la majorité des facteurs sont contrôlables. La majorité des facteurs, on les contrôle. Et les seuls qui sont vraiment difficiles à contrôler, c'est peut-être la pollution environnementale sur laquelle on a un impact, mais c'est un impact collectif, ce n'est pas un impact individuel en général. Et les métaux lourds aussi, hein, l'exposition aux métaux lourds, l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Avec Adva, on a rédigé un livre en fait sur les perturbateurs endocriniens et c'est un sujet qu'Adva connaît très très bien. Et je ne sais pas si tu veux nous en parler un petit peu, Adva, mais peut-être quelques conseils pour justement comment un homme peut réduire, par exemple, son exposition aux perturbateurs endocriniens, puisque ça fait partie des mauvais modulateurs épigénétiques et c'est peu connu, en fait. C'est très peu connu chez les hommes. Alors, Adva a bugué. Donc, je vais prendre le relais peut-être juste sur 2-3 conseils sur les perturbateurs endocriniens. Mais par contre, par exemple, de faire cuire des choses dans des poêles qui contiennent des revêtements anti-adhésifs. Ça, c'est vraiment une attitude qui crée une... Je vais couper le son, tu peux continuer. Oui, qui crée un énorme en fait, apport en perturbateurs endocriniens. Il y a aussi, évidemment, la consommation de cigarettes, c'est clair. Les déodorants. Alors ça, c'est une chose qui me fait tellement hurler. À chaque fois que je vais dormir chez des personnes et que je regarde justement dans la salle de bain les déodorants des hommes, je me dis, mais c'est pas possible. Comment on peut mettre ça? On voit que les hommes ne sont pas sensibilisés, en fait, au fait que dans les
cosmétiques, dans les gels douche, dans les shampoings, dans les déodorants, on peut avoir une quantité de molécules toxiques assez importante. Et donc, même si vous êtes un homme, moi, je vous conseille de scanner les produits que vous utilisez sur le plan cosmétique, notamment les déodorants, parce que les déodorants, on les met sous les aisselles. Les aisselles, on est directement sur des glandes endocriniennes. Donc, ça véhicule des déchets partout. Et de scanner vos déodorants sur des applications comme Yuka ou NC Beauty qui vous permettent en fait de reconnaître des produits qui seraient potentiellement toxiques parce que sinon on est très très vite exposé. Et puis un truc très classique chez les hommes aussi, je suis désolée, hein, je dépeins des tableaux, mais c'est la bouteille d'eau qui traîne au chaud dans la voiture et qu'on boit après. Voilà, désolée, ça a coupé. Ça, c'est un enfer au niveau des perturbateurs endocriniens parce que du coup, l'eau chaude va extraire des molécules de plastique qui vont se retrouver dans l'eau, qui vont justement entrer dans le corps. Et ça, c'est vraiment des nanoparticules qui sont ultra... Tout ce que tu dis, ça me fait penser à ma belle-mère que la seconde que je fais un bol de plastique, je le mets dans le micro-ondes, elle me disait « Hey, Chernobyl va venir prendre le contrôle de toi. » Puis, quel est, dans le fond, l'impact de ça? Parce que oui, on pourrait, dans le fond, se lancer dans un extrême où est-ce on est littéralement, on respecte tous les standards. Est-ce que ça a réellement un impact? T'sais? Parce que sinon, on serait dans un bubble wrap. Ma copine est en dermatologie, fait qu'on se mettrait, dans le fond, des chapeaux, de la crème, puis jamais si on serait exposé au soleil, on respirait à travers des masques parce que notre oxygène, etc. Quel est, dans le fond, le niveau d'impact? Quelles sont les choses les plus importantes, le guideline, 3 à 5 cues, qui pourraient vraiment faire, pas pour dire que ça ne fait pas la différence, right? De prendre ça en considération. Je pense Alors, il y a des études qui montrent que même de réduire de 10% son exposition aux perturbateurs endocriniens, en tout cas pour la fertilité, hein, pas pour l'épigénétique, mais pour la fertilité, peut déjà faire une grosse différence. Et 10%, c'est quelque chose de facile. Alors, c'est vrai que j'ai été coupée, je suis désolée, du coup, j'ai pas entendu, je vais parler. En fait, partout, je ne sais pas ce que tu as exposé, donc tu parlais des bouteilles en plastique dans la voiture, mais effectivement, tout ce qui est... des anti-adhésives et Khaled parlait du micro-ondes, et je pense que tu peux préciser ce qui est vraiment ultra néfaste au micro-ondes. En fait, c'est tout ce qui est plastique et chauffé, c'est quelque chose qu'il faut complètement oublier. C'est-à-dire, quand on va justement faire la cuisine et qu'on va avoir du plastique qui va être en contact de la chaleur, et bien là, on mange en fait le plastique. Donc déjà, on peut se dire que c'est assez horrible. Après, partout en fait, dans sa salle de bain, c'est ce qu'on a dans notre livre, justement, dans la salle de bain, on peut réduire son exposition en prenant des produits, par exemple pour le gel pour les cheveux, parce que ça, souvent les hommes l'utilisent. Le gel pour les cheveux. Voilà, l'aftershave. Exactement. Mais il y a des produits qui sont... On voit que tu es bien coiffée. J'espère que tu as un bon sans perturbateur endocrinien. Exactement. Il y a des applications qui s'appellent, je pense que vous avez aussi NC Beauty ou d'autres, où on peut regarder ce que contiennent les produits. Et il y a des produits, alors plus la liste est longue, plus c'est mauvais. L'idée, c'est d'avoir des produits où il y a moins de choses qui peuvent perturber justement nos hormones. Et en fait, remplacer ces produits, son dentifrice aussi. On n'y pense pas, mais le fluor est un gros perturbateur endocrinien. Donc, remplacer un petit peu son dentifrice. En plus, on l'ingère. Chez les hommes, qu'est-ce qui peut avoir l'aftershave aussi? Le parfum. Le parfum, souvent, a des substances qui sont mauvaises. Et puis, souvent, on se parfume. Puis après, on va au soleil. Il y a la crème solaire, c'est l'été. La crème solaire, c'est un carnage. Aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup de marques solaires qui arrivent, qui proposent des choses de plus en plus cool. Mais la majorité des crèmes solaires sont un nid de toxiques, en fait. Hein. C'est vraiment... Et en plus, c'est encore pire parce que quand on va mettre de la crème solaire, on va avoir les toxiques. En plus, on va aller au soleil. Donc, ça fait double effet. Ce qu'on essaye d'éviter, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est-à-dire que chaque molécule, et c'est ça le problème un petit peu, on va dire, dans les produits qu'on a, c'est que chaque molécule est testée et ne donne pas un danger en soi. Le problème, c'est qu'on a l'addition des molécules, on a son aftershave, on a son gel pour les cheveux, on a sa crème solaire, et en fait, c'est l'effet cocktail, le mélange de toutes ces substances qui, in fine, est vraiment délétère. Donc, quand on va enlever à cet effet cocktail à chaque fois quelque chose, eh bien, on va en tout cas soulager la tension
en avoir moins et améliorer en fait déjà sa fertilité, mais aussi ce qu'on va transmettre sur son futur enfant. Et tu disais qu'elle aime un truc très juste, tu disais, mais en fait, on va pas se mettre dans une cloche, on va pas se mettre dans une bulle pour vivre. Moi, je pense que non, effectivement, l'idée, c'est de continuer à vivre, mais peut-être d'avoir une phase de transition de ses habitudes, parce qu'en réalité, prendre une nouvelle habitude, cérébralement, c'est 3 semaines à peu près. Donc, du coup, changer un gel pour les cheveux, bah, ok, ça demande juste une fois une recherche, puis après, on garde toujours le même. Changer son dentifrice, ok, une fois, on cherche quel est le bon dentifrice. Pareil pour la crème solaire, puis après, on garde toujours les mêmes. Ça demande juste une réflexion comment dire, peut-être sur un mois, de se dire, OK, on se lance un défi, on réduit les perturbateurs endocriniens dans notre environnement interne, à la maison, donc en passant par les poêles, en passant par le matériel de cuisson, en passant par tout ce qu'on va mettre au micro-ondes, en passant par les cosmétiques. Et il y a des choses qui, voilà, qui fonctionneront très bien et qui fonctionneront très bien comme ça sur du long terme. Donc, c'est juste de porter de l'attention sur qu'est-ce que je mets sur mon corps ou qu'est-ce que je mets dans mon corps qui pourrait aller perturber mon ADN et qui pourrait vraiment aller perturber finalement l'épigénétique de mon futur enfant. C'est vraiment intéressant, puis honnêtement, ça a pris une ampleur. Tout ce que vous... J'étais peut-être conscient de quelques petits points, mais au point où est-ce que vous me l'avez mentionné, c'est quand même assez important de prendre ça en considération. Je lance ça comme ça. J'étais sur les médias sociaux dernièrement, je regardais, puis bien évidemment, des vidéos d'entraînement. Une mère qui se prend en main, en fait, qui fait du CrossFit, fait de l'entraînement, est super active lorsqu'elle est en train de porter un enfant. J'aimerais avoir votre point de vue parce qu'on parle beaucoup d'épigénétique. La condition physique du père, de la mère, ses habitudes de vie, on en a parlé brièvement. Quel est réellement l'impact sur la génétique de son enfant, les problèmes de santé qu'il va avoir? On a parlé d'hypertension très rapidement tantôt. Est-ce qu'on pourrait, dans le fond, creuser un peu plus là-dedans? Puis la responsabilité du père et de la mère face à la santé de ses enfants? Alors, en fait, si on se focus vraiment sur l'activité physique, déjà, il y a des études très claires qui montrent que la sédentarité dégrade en fait les critères du spermogramme et dégrade la santé du futur enfant. Donc, en fait, ça expose à des risques d'augmentation, ça expose plutôt à des risques cardiovasculaires, mais du futur enfant. Ça crée vraiment des modulations épigénétiques, néfastes. Et un des principaux leviers épigénétiques, c'est quand même l'activité physique, c'est quand même le mouvement. Donc, et quand on parle d'activité physique, pour moi, c'est effectivement pas l'activité physique intensive, mais c'est juste de bouger régulièrement. Et je pense que c'est intéressant d'avoir aussi un mix entre une activité physique qui nous plaît et aussi peut-être, pourquoi pas, des activités physiques en plein air. Parce que le fait d'être en plein air, ça permet aussi de s'oxygéner, ça permet aussi peut-être d'apaiser un petit peu les niveaux de stress. Mais on sait que ça a un impact très fort. Et pendant la grossesse, l'activité physique est aussi ultra bénéfique parce qu'elle l'est déjà sur le plan épigénétique, mais elle l'est aussi sur le plan circulatoire. Par exemple, la grossesse entraîne vraiment des problèmes de circulation sanguine au niveau des jambes parce que, évidemment, on se retrouve avec un gros ventre, le sang remonte moins. Donc, le fait d'avoir de l'activité physique, ça permet d'améliorer en fait la circulation sanguine et c'est super important. Et c'est pour ça que je crois qu'aussi la responsabilité du papa pendant la grossesse, c'est d'encourager la maman à aller faire du sport parce que parfois on est un peu fatigué, on manque de motivation et d'être à deux, c'est quand même beaucoup plus facile pour se mouvoir. Donc, je pense qu'il y a vraiment tous ces pôles-là, effectivement, de se préparer avec une activité physique avant la conception, d'encourager la maman d'une façon ou d'une autre à faire du sport, effectivement, pendant la grossesse. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a une chose qui est aussi très marquée chez les enfants, c'est que des enfants de parents sportifs développent vraiment des aptitudes sportives, développent vraiment aussi un attrait pour le mouvement et un attrait bien moindre pour la sédentarité. Et on le voit vraiment dans les tendances familiales. Si on prend justement deux parents qui sont particulièrement sportifs, ils vont finalement jouer avec leurs enfants. Ça permet des interactions qui sont saines aussi. Je trouve que le sport permet des interactions saines avec ses enfants parce que un enfant, finalement, il préfère 1000 fois aller jouer au volley ou au badminton que de rester tout seul isolé devant un écran. Mais seulement, c'est pas forcément ce qu'on leur propose. Donc, je pense que d'être soi-même sportive et d'avoir cette rigueur de se dire, OK, moi, ma constante de vie, c'est de bouger régulièrement et à partir de maintenant, ma constante de vie, c'est de bouger régulièrement et ce le sera toujours. Il y a aussi un phénomène de mimétisme qui s'installe avec l'enfant qui va faire en fait la même chose que nous parce que un enfant, quand il naît, il est neutre, c'est-à-dire qu'il n'est pas influencé.
du tout par son environnement, c'est nous qui allons l'influencer. On est ses modèles, on est ses leaders, on est ses mentors. Et donc, du coup, il n'a que nous comme exemple. Il a ses parents comme exemple. Donc, si l'exemple de ses parents, c'est effectivement de peu bouger, on aura probablement un enfant qui bougera aussi beaucoup moins, c'est clair. C'est effectivement l'impact aussi du rôle du père. Alors justement, on parlait que c'était important 6 mois avant la conception, mais pour nous, par exemple, dans nos programmes, nous, on accompagne aussi pendant la grossesse. Tout d'abord parce qu'il va influencer les attitudes de la maman, il va encourager, il fait partie de la grossesse. C'est vrai que souvent, les hommes disent, ben oui, une fois que ma femme est enceinte, qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'ai plus grand-chose à faire. En quoi je peux être utile pour l'enfant? Alors déjà, d'encourager la maman, de continuer à bouger, d'avoir des bonnes attitudes. Mais lorsque l'enfant sera né, eh bien, c'est ces attitudes qui vont vraiment jouer sur ce que l'enfant aura envie de faire. Et c'est encourager finalement toute sa famille. C'est vraiment des principes, des habitudes qu'on prend. Et comme tu disais, Virginie, bah, c'est 3 semaines pour une habitude. C'est vrai que quand on propose, nous, au couple, de changer d'habitude alimentaire, et quand on est en infertilité, on doit changer les choses vraiment drastiquement. C'est pas facile, hein. C'est des programmes qui sont... On parle pas de juste les gens qui veulent se préparer, mais les gens qui sont en infertilité doivent encore aller plus loin. Donc, on leur demande énormément d'efforts sur tous les plans, parce qu'il faut aller souvent vite, avoir de l'effet. On voit qu'au début, c'est difficile. Et puis, in fine, on voit les couples 3 à 6 mois plus tard qui nous disent, mais en fait, je pourrais plus revenir en arrière. Je ne peux plus faire comme ça. En fait, ils maintiennent des habitudes alimentaires qui sont ultra bonnes. Donc, on est trop contente d'ailleurs d'arriver à ce résultat-là, d'arriver à des bébés à la naissance qui sont très, très en forme, parce que chez Fertiline, on a aussi cette particularité de surveiller l'état, entre guillemets, de santé des bébés à la naissance, et le poids surtout des bébés à la naissance, parce que le poids de naissance est un indicateur très fort du futur état de santé de l'enfant. Et donc, en fait, plus le poids de naissance est élevé, plus la santé sera bonne. Donc, on estime aujourd'hui qu'il faut avoir des poids de naissance plutôt élevés, entre 3,2 kg, 3,8 kg. C'est quand même idéal pour un poids de naissance. Et nous, on surveille ça et on voit vraiment à quel point restaurer un contexte de vie idéal, parce que dans le contexte de vie, nous, on conseille évidemment aux personnes de reprendre une activité physique, on leur conseille de manger mieux, on les complémente correctement, on met en place des choses pour réduire le niveau de stress, et on voit effectivement qu'avec tout ça, on a des bébés à la naissance qui sont des bébés dans la cible de poids. Donc, quels sont les plus gros pointers, les plus grandes problématiques que vous voyez dans le fond chez des couples qui sont infertiles? Ou est-ce qu'il y a vraiment comme des aliments ou des habitudes qui peuvent nous apporter vers l'infertilité? Puis on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais quelles sont dans le fond les problématiques de fertilité puis les habitudes des personnes normalement qui vont avoir ce genre de problème-là? Alors, il y a dans les habitudes, on va dire, qui sont assez courantes. C'est pas le cas pour tout le monde, parce qu'il y a aussi des pathologies qui sont vraiment liées à l'infertilité chez les femmes. Par exemple, le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, l'adénomiose sont des pathologies qui, indépendamment de l'alimentation, vont vraiment péjorer complètement le terrain. Mais par contre, le fait de changer l'alimentation va beaucoup augmenter en fait le potentiel de conception, même avec ces maladies-là. Mais globalement, ce qu'on voit comme trait, c'est que souvent, on a des personnes qui ont une ultra-consommation de glucides. Très clairement, il y a un vrai problème. Aujourd'hui, on a eu, sur 2 générations, une augmentation phénoménale de notre consommation de carbohydrates, en fait, dans notre alimentation. Parce que il y a 2 générations en arrière, les gens cultivaient, on mangeait beaucoup de fruits, de légumes, mais on avait très peu de sucre d'ajout, en fait. Aujourd'hui, on a une quantité de sucre d'ajout et d'aliments transformés phénoménale. On voit souvent aussi une qualité des graisses qui est vraiment dramatique. Alors, on voit deux extrêmes dans ce cadre-là. On voit des personnes qui ont des problématiques d'infertilité et qui ont eu des restrictions graisseuses très importantes, parce qu'on sort aussi d'une ère de la restriction calorique. Pendant très longtemps, on a dit, pour maigrir, il faut vraiment baisser drastiquement les calories. Du coup, on a enlevé toutes les graisses, les bonnes comme les mauvaises, chez beaucoup de personnes pendant très longtemps. Et en fait, ces personnes-là se retrouvent en déséquilibre hormonal.
Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui surconsomment, et ça c'est vrai chez les hommes particulièrement, on a beaucoup d'hommes qui surconsomment des graisses saturées. Donc les graisses saturées, c'est le saucisson, le fromage, les produits laitiers, les viandes rouges, le porc, enfin voilà, tout ce qui c'est plutôt les graisses d'origine animale et d'animal terrien, en gros. Et les graisses saturées sont ultra péjorantes en fait pour la fertilité. Donc, il y a vraiment des grosses tendances comme ça. Il y a aussi une tendance qu'on voit beaucoup, c'est le manque de sommeil. Il y a, et on sait qu'on a maintenant aussi de façon générationnelle une diminution très très forte du temps de sommeil parce que en réalité, on est beaucoup plus exposé à des écrans. Les écrans émettent des lumières qui perturbent notre production de mélatonine et donc du coup, on peut avoir une production de mélatonine qui n'est plus suffisante pour assurer un bon rythme du sommeil et un temps de sommeil qui est trop diminué. Et ça impacte beaucoup, beaucoup, beaucoup la fertilité. C'est documenté, ça impacte beaucoup la fertilité et ça impacte aussi beaucoup la santé transmise. Wow. Et le stress aussi. Bon, tu vas tout changer, Caleb, après tout ça. Tu vas dormir bien, stresser moins, faire du sport, prendre des vitamines. J'ai de la job à faire. Alors, c'est super complet. Puis, dernier point, vous avez parlé dans le fond que la portion la plus importante, les 6 premiers mois pour l'épigénétique. Là, par la suite, vous avez aussi dit que c'est jusqu'à 2 ans l'importance. On a parlé dans le fond de l'exemple qu'on donne, que nous sommes le mentor, le leader, en montrant l'exemple à nos enfants. Est-ce qu'il y a d'autres choses, en fait, entre la naissance de l'enfant puis le moment où est-ce qu'il y a 2 ans qui est important à prendre en considération? Oui, il y a déjà au niveau de l'alimentation, je pense que effectivement les enfants agissent par mimétisme. Et moi, j'ai un gros passif de consultation puisque maintenant ça va faire 20 ans que je consulte. Et j'ai eu beaucoup de parents à un moment donné qui venaient me voir et qui me disaient mais en fait j'ai un problème, mon enfant ne veut pas manger de légumes. Et je leur demandais ok, en fait est-ce que vous mangez des légumes? Ah non, mais nous, c'est pas le problème. C'est vraiment l'enfant qui veut pas manger de légumes. Non, mais nous, on n'en mange pas, on n'aime pas ça. Mais par contre, l'enfant, il veut pas en manger. Et en fait, pour moi, ça n'a aucun sens. Comment on peut impulser une habitude chez un enfant si on ne lui montre pas? Et je pense qu'il y a vraiment cette règle. Un enfant ne met aucune valeur sur ce qu'on dit. Il met de la valeur sur ce qu'on fait. Et c'est pareil avec l'affection. Par exemple, l'épigénétique, ça passe aussi par la présence, l'attention qu'on va avoir avec un enfant et l'affection qu'on va avoir. Par exemple, câliner un enfant, le caresser, être présent avec lui. On voit aussi, c'est un peu le drame des téléphones et tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on peut être devant son enfant et être en même temps en train de répondre à ses messages, travailler et ne pas être du tout dans un bon état de présence et de connexion. Et ça a des conséquences graves sur les niveaux d'attention, de focalisation de l'enfant parce que ce qu'on lui montre, c'est qu'on n'est pas présent et que c'est pas nécessaire de l'être. Donc, je pense que être parent, c'est aussi se poser souvent la question de pas qu'est-ce qu'on dit à son enfant, mais qu'est-ce qu'on lui montre. Si on dit à son enfant qu'on l'aime, ça n'a pas de valeur. Par contre, si on montre à son enfant qu'on l'aime, qu'on est présent avec lui, qu'on est capable de faire des câlins, qu'on est capable d'être en face de lui, d'échanger, de le regarder, ça a beaucoup de valeur. Si on dit à son enfant, il faut que tu ailles faire ta séance de basket ou de volley et que nous, on montre jamais l'exemple et qu'on fait jamais de sport, on n'a aucune crédibilité et on a très peu de chances qu'il soit adhérent. Si on dit à notre enfant de manger des légumes et des bonnes graisses et qu'on le fait pas nous-mêmes, on va pas le faire adhérer non plus. Donc, c'est vrai que, en fait, le référentiel d'un enfant est ce qu'on lui montre au quotidien. Et c'est vrai que je rigole beaucoup, moi, par exemple, avec mon fils qui veut tout le temps prendre des compléments alimentaires. Mon fils va dans les armoires de compléments alimentaires pour essayer de prendre des gélules de ceci, des gélules de cela et de me voler des compléments alimentaires. Et alors que c'est dégueulasse, en fait. Le goût est pas bon, c'est voilà. Et en fait, il fait ça parce qu'il me voit faire ça. Donc, pour dire à quel point la norme d'un enfant est établie sur ce qu'on lui montre, en réalité. Donc, du coup, montrons les bonnes choses et ils feront les bonnes choses. Puis autant du côté positif que du côté négatif, right? On doit lui montrer les bonnes choses, mais les choses qu'il lui a comme habitude, souvent, nos enfants sont le reflet de nous, right? Puis souvent, c'est le reflet de nous puis de qu'est-ce que nous acceptons dans notre vie. Bien sûr.
C'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que nous, on élève des enfants, mais je trouve aussi que l'inverse est vrai. Les enfants nous élèvent aussi. Nous élèvent dans le sens élévation plutôt que éducation. Ils nous élèvent dans le sens où ça nous met vraiment, avoir un enfant, ça nous met vraiment face à nos plus gros problèmes, en fait, avec nous-mêmes. Et c'est assez intéressant parce que c'est effectivement des mini miroirs. Hein. Donc, tous les problèmes qui nous exaspèrent chez eux, en général, c'est des choses qui nous exaspèrent chez nous aussi, mais dont on n'est pas tout à fait objectif dessus. Écoutez, je partage j'avais un peu de réticence en commençant le podcast en invitant des dames, des demoiselles, des femmes sur mon podcast la première fois. Puis honnêtement, je vous remercie énormément pour votre temps, vos connaissances, votre expérience. Je vais certainement apporter plus de mamans qui ont des connaissances, dans le fond, d'un point de vue différent que celui du papa pour nous aider parce que honnêtement, les 30-40 dernières minutes qui ont passé comme ça, puis ça a été vraiment incroyable. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez apprécié le podcast, bien évidemment, assurez-vous de laisser un commentaire, un partage. Si vous voulez, dans le fond, partager ça à une mère, à un père qui est sur le chemin vers la procréation, bien, ça serait important de le faire dans les commentaires plus bas. Virginie, Adva, merci encore une fois. Si jamais on veut vous suivre, avoir plus d'informations sur ce que vous faites, tout ce genre de choses-là, je sais que vous êtes on the other side of the pond, comme on dit, donc pas au Québec ni au Canada. Mais est-ce que c'est possible pour nous de vous suivre sur les médias sociaux? Comment est-ce qu'on fait pour le faire? Alors, nous, déjà nous joindre sur notre site internet, www.fertile-in.com. Et là, vous avez toutes les adresses de nos réseaux sociaux. On a aussi une chaîne YouTube où on donne plein de conseils gratuits. Pour nous, comme disait Virginie au début, on est vraiment dans l'éducation des gens. On a vraiment envie de sensibiliser les personnes aux problématiques. Alors, c'est vrai qu'on est beaucoup sur l'infertilité, mais souvent, les problèmes d'infertilité, c'est un petit peu des problèmes que n'ont pas encore les personnes maintenant, mais qui pourraient avoir plus tard. C'est comme tu disais par rapport au reflet de la santé. Et puis, nos programmes sont en ligne. Donc, nous, on peut accompagner, on a des couples d'ailleurs du Canada qu'on peut accompagner parce que donc tout est en ligne. Nos thérapeutes consultent également en ligne. Donc, on est sur la francophonie pour le moment, mais on a aussi des personnes qu'on peut accompagner au Canada, à Singapour. Enfin, on a des gens un peu partout aussi. Wow, super. Et je confirme, on a déjà des petits bébés au Canada. Cool. Mais le Canada et le Québec, c'est deux portions bien différentes. OK. Bon, on a commencé à améliorer l'état de santé au Canada et au Québec. Et voilà, je suis bien content en fait de savoir que nos missions, nos visions sont alignées, puis en espérant être capable de changer la santé de nos futures générations. Virginie, Adva, encore une fois, merci beaucoup. On va partager ça sur les médias sociaux pour qu'il y ait le maximum de personnes qui puissent être capables d'en profiter. Encore, si vous avez apprécié le podcast, assurez-vous dans le fond de liker, de laisser un commentaire et de partager à vos amis. Virginie, Adva, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caleb. À très bientôt. Au revoir. Merci pour l'invitation.